Vous êtes sur la RTNC, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de votre édition, présentation officielle du projet du futur aéroport international de Ndjili. La mise en service de cette infrastructure est prévue pour le premier trimestre de l'année 2028. Détail dans un instant. Bâtir ensemble une culture de civisme, de responsabilité et de respect de loi. Engageons-nous pour une ville où il fait beau vivre. C'est une campagne dénommée J'aime ma ville. Vous verrez le ministre délégué à l'urbanisme lancer cette campagne plus ces images d'un lot important de farine de maïs. Ils ont servi au camp Tchatché ici à Kinshasa, de produits sortis de terre de l'espace agricole de Kanyamaka-CC. Tout, nous vous dirons tout à ces sujets. Prière de nous excuser pour le retard avec lequel nous débutons cette édition, indépendamment de notre volonté. On commence avec cette nouvelle. Deux artistes et délégations du monde entier prennent part depuis ce mercredi à Kinshasa en RDC au Festival international de la musique et du tourisme. Cette première édition, placée sous le thème La route de la rumba, a été ouverte par le président de la République, Félix Tshisekedi, élément à suivre avant la fin de cette édition. Faire de la foi un levier de paix et d'unité pour tous, c'est la démarche entamée par le Confession religieuse qui s'immobilise face à l'escalade de conflits en RDC, une initiative interconfessionnelle soumise à la Première ministre hier mardi. En début de cette édition avec Chimandondo Pompomba et Dieu Patrick Coco. Un front spirituel pour une paix durable. À Kinshasa, les confessions religieuses unissent leurs voix pour mettre fin aux conflits qui rongent la RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce mardi le responsable de la plateforme interconfessionnelle venu lui présenter un ambitieux projet pour la paix et la réconciliation nationale. Un projet de foi et d'unité lancé en mars dernier, le programme porté par le chef religieux appelle à l'unité, au dialogue et au pardon pour restaurer la paix en RDC. L'objectif, nous voulons que la guerre s'arrête. L'objectif, nous voulons l'intégrité territoriale. L'objectif est que par les communications, que ceux qui ont trahi la nation puissent se repentir, et que ceux qui ont trahi le peuple puissent se repentir, et qu'ensemble, tous les Congolais, nous puissions regarder dans la même direction. Tous parlons Congo, tous travaillons pour le Congo, tous battons-nous pour notre Congo qu'il devienne fort. La première ministre a salué l'initiative tout en appelant à un discours rassembleur et à l'exemplarité de leaders religieux. Dans l'actualité également, l'accord de paix conclu à Washington entre la RDC et le Rwanda continue de susciter de réactions à l'instar de celle du président de la Commission nationale des droits humains de Washington où il séjourne. Bon Tsapou salue cet accord et appelle à la vigilance. Par rapport à l'accord de paix que le Rwanda et la République démocratique du Congo ont conclu voici bientôt 2 semaines, nous restons vigilants et nous monitorons de faits et gestes des uns et des autres. Le rapport que la CNDH va sortir, c'est un rapport accablant, un rapport qui déplore encore plus de 20 000 personnes qui ont été civiles, qui ont été exécutées, qui ont été tués carrément, sans sommation, de façon inacceptable. Et nous sommes vigilants pour que les tergiversations, les nocives, et qui ont permis que malheureusement, que cette partie du territoire national soit considérées comme des entités où le droit de l'homme ne sont pas respectés, des bandes territoriales où les droits de l'homme ne sont pas d'application, si ce n'est que l'exploitation illégale des ressources minières de cette partie de notre territoire. Nous, des défenseurs des droits de l'homme, nous de la CNDH,
et nos collègues de droits de l'homme, nous veillons à ce que ces deals ne soient pas sabordés par ceux-là qui sont habitués par l'ancien système d'exploitation. Voilà un peu le rôle que nous essayons de jouer. Monitorer tout ce qui est prévu en termes de l'accord de paix signé, en termes de négociation de Doha, en termes du deal qui se met en place petit à petit et que nous considérons comme un plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Paul Ntsapou, président de la Commission nationale de droits humains, il était joint au téléphone par Luzette Ntsakala. Il ne cesse de sensibiliser les hommes en uniforme sur la matérialisation de la vision du garant de la nation. Gukabombo Modianvita a visité les installations de l'état-major du renseignement. Bien avant, il a échangé avec les élus nationaux, présidents de groupes parlementaires au menu de la rencontre de questions sécuritaires. Sandra Nyangui et Geresto Funge. Collaboration interinstitutionnelle oblige, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Gukabombo Modianvita, a échangé avec les présidents des différents groupes parlementaires. Ensemble, ils ont porté leur regard sur la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, suite à la persistance de l'insécurité de ce coin du pays, causant ainsi la terreur et le déplacement massif de la population, selon le député national Lambert Mendeo Malanga. Et nous sortons de cette séance de travail très satisfaits des réponses que nous avons reçues de la part de monsieur le vice-premier ministre. Nous allons en faire un large écho à nos membres, c'est-à-dire tous les députés nationaux que compte l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, puisque face à une menace existentielle de cet ordre, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité, il n'y a que des patriotes congolais qui veulent que la paix revienne dans leur pays et que leur peuple soit sécurisé comme le sont tous les peuples de par le monde. Juste après, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, s'est rendu à l'état-major du renseignement militaire, l'un des services clés des FARDC chargés des renseignements dans le domaine militaire et de la défense. Cette visite était un motif de fierté pour le commandant de cet état-major général, le général-major Makombo Jean-Roger, qui voit, après plus de 15 ans, la présence d'un ministre de la Défense dans ses installations. Au cours d'un briefing sectoriel, le commandant du service a présenté brièvement le mode de fonctionnement du service de renseignement dans toutes les zones de défense de la République démocratique du Congo au VPM de la Défense nationale. Une photo de famille a sanctionné la visite guidée de quelques installations du service de renseignement. Je le disais au développement de cette édition que le président RD congolais Félix Tshisekedi a ouvert la première édition du Festival international de la musique et du tourisme placé sous le thème La route de la rumba. C'est une histoire de Jules Chitumbai, Koko Molisho et bienvenue Kabamba. Festival mondial de la musique et du tourisme, un événement touristique qui vise la valorisation de la culture congolaise et le positionnement de la RDC comme une destination touristique majeure. Ici, au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, les décors étaient déjà plantés. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu personnellement honorer ces festivals placés sous le thème « La route de la rumba ». Le festival se veut un espace d'échange, de découvertes et de rencontres mettant en vedette la rumba congolaise comme passerelle culturelle entre l'Afrique et le reste du monde. Prenant la parole pour la circonstance, Yolande Elébé, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, a souligné que la rumba est l'un des patrimoines congolais à valoriser. Le Congo restera uni par sa culture, fort par son patrimoine et rayonnant par sa musique. De ce socle national pourra émerger une Afrique plus forte, solidaire et influente, capable de redéfinir sa place dans le concert des nations. Quant au ministre du Tourisme Didier Mpambia, ce festival va promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix et de développement économique conformément à la vision du président de la République. Le secteur du tourisme a la puissance de contribuer de manière efficiente à l'émergence économique de ce sous-continent au cœur de l'Afrique à travers le développement des villages touristiques que nous envisageons comme pôle d'expansion et de croissance de nos communautés urbaines et rurales selon votre vision
des PDL 145 territoires qui sont autant de destinations touristiques et culturelles. Dans un auditoire très mouvementé, Félix Antoine Tshisekedi s'est réjoui de cette première édition mondiale. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du tout premier festival mondial de la musique et du tourisme. Je me réjouis de voir cet événement d'envergure internationale s'inscrire dans la dynamique de réflexion stratégique que j'ai engagée avec le gouvernement de la République en faveur du renforcement du soft power congolais. Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. C'est donc avec une grande fierté que je déclare ouvert le premier festival mondial de la musique et du tourisme. Ainsi, quelques pas de danse ont été exhibés mettant en exergue la diversité culturelle congolaise. Enfin, le chef de l'État a visité quelques stands d'exposition érigés autour du centre culturel. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a pris part ce mercredi 16 juillet 2025 à une conférence sur la paix et la sécurité de femmes, deux assises organisées par ONU Femmes en partenariat avec l'ambassade de Norvège en RDC. Retour en nuage. Cette matinée de socialisation sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité a constitué un excellent cadre d'échange, de réflexion collective et d'appropriation autour d'un mécanisme puissant en faveur d'une paix durable, inclusive et responsable, a rappelé le porte-parole du gouvernement congolais. Parlant de femmes, le ministre Patrick Mouyaya a évoqué la résolution 1325 qui, selon lui, ne peut que être perçue comme une simple option diplomatique. La résolution 1325 ne peut être perçue comme une simple option diplomatique. Elle est une exigence républicaine, car reconstruire la paix, ce n'est pas uniquement, par exemple, dans le contexte actuel, signer un accord ou désarmer les groupes subversifs, c'est refaire la société, rétisser le lien de confiance, redonner une voix à ceux et celles qui avaient été réduits au silence. Et donc, comme vous le savez, sous l'impulsion du président de la République, notre pays s'est véritablement engagé dans l'application de cette résolution. Je ne voudrais pas en faire la publicité, mais vous pouvez noter avec moi que nous avons pour la première fois dans l'histoire de ce pays une femme première ministre. Évoquant le rôle de médias, le ministre a souligné leur importance dans un contexte marqué par une volonté politique affirmée. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a salué les efforts de femmes journalistes, bien que inégaux et parfois peu soutenus, en tant qu'incarnation réelle de la résolution 1325. Cette mutation du discours médiatique, le ministre de la Communication et Médias entend l'accompagner activement avec l'ensemble de partenaires concrets, avec l'ensemble de partenaires concernés, a-t-il conclu. Je le disais à l'entame de cette édition, c'est une nouvelle étape franchie par le gouvernement de la RDC dans sa politique de modernisation des infrastructures aéroportières avec la présentation officielle du projet du futur aéroport international de Ndjili. La mise en service de cette infrastructure est prévue pour le premier trimestre de l'année 2025. Oscar Mbalkaïch. Une infrastructure d'envergure va bientôt sortir des terres à l'aéroport international d'Ndjili. La maquette du nouvel aéroport moderne, dont la date de livraison est prévue en mars 2028, a été présentée au vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. Jean-Pierre Bemba Gombo a réuni à cet effet les responsables de la firme américaine des renommées mondiales Skidmore, Owings et Merrill qui travaillent en collaboration avec la société Infrarose. Cette conception architecturale du projet vise à positionner Kinshasa comme un hub régional
conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI en matière de sécurité et de performances techniques. C'est le projet de la nation. Donc il est extrêmement important pour nous de comprendre quelles sont les exigences du gouvernement congolais pour livrer vraiment une infrastructure stratégique qui soit à la hauteur de l'ambition du pays. Plusieurs autres membres du gouvernement concernés directement par ces projets ont pris part à cette réunion aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis, Lucie Tamlin. C'est évidemment une symbolique extrêmement positive de voir une entreprise de renommée américaine s'investir dans ce projet d'une telle symbolique. C'est la porte d'entrée vers la République démocratique du Congo et ça nous montre justement que dans notre logique de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique, nous ne restons pas dans une optique qui se limite, comme certains le pensent, uniquement sur les questions de minerais stratégiques, mais plutôt une compréhension beaucoup plus large. Et je pense que ce sera un projet emblématique qui nous montrera comment on pourra aussi imaginer un partenariat plus étroit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne du développement des infrastructures de transport en République démocratique du Congo, élément moteur pour l'ouverture économique et l'intégration régionale du pays de Lumumba. Tout à fait autre chose dans la perspective du développement économique de Lumumba-Ville, créée en hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national. Quelques projets sur les infrastructures sont déjà en cours d'exécution avec les investisseurs chinois. Daniel Mukoko Samba a confirmé le soutien du gouvernement pour le développement économique de cette zone au cours des échanges du mardi 15 juillet 2025. Rodépanda. Le désenclavement de la province du Sankourou avec la construction de près de 1395 km de routes, la réhabilitation de ports pour favoriser la communication fluviale et la construction de ponts sont là. Les quelques projets portés par les investisseurs chinois, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, en a pris connaissance de la part de la délégation chinoise conduite par l'entrepreneur chinoise Yang, qui a rassuré de l'exécution en cours de ces projets, notamment dans les domaines de l'agriculture, le photovoltaïque et l'immobilier pour le développement de Lumumba-Ville. Daniel Mukoko Samba a exprimé sa détermination et sa participation pour que la province du Sankourou redevienne les greniers du pays et une véritable zone de développement économique. Membre du conseil d'administration de la fondation Lumumba-Ville, Joseph Tété a souligné l'importance de ces échanges afin que Lumumba-Ville reflète l'image du héros national. Ce sont des échanges très porteurs qui ont fait canaliser plusieurs possibilités concluantes entre les différents partenaires stratégiques chinois qui nous accompagnent dans le projet Lumumba-Ville et surtout de bénéficier de l'appui de son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, un encouragement fort de la part du gouvernement. Cette fois-ci, nous sommes venus avec le projet d'agriculture, énergie, photovoltaïque et aussi la construction. Nous voulons réaliser ce projet avec le soutien du gouvernement, des ministres de l'économie. Ces échanges entre les vice-premiers ministres de l'économie et les entrepreneurs chinois, véritable ouf de soulagement pour les habitants de Lumumba-Ville avec ces deux communes, Ewembonyama. Il s'organise depuis le 15 juillet jusqu'au 28 de ces mois une formation spécialisée pour le technicien axée sur la norme ISO CE 17025 par le Centre d'expertise d'évaluation et des certifications. Cette session vise à renforcer la fiabilité des analyses minérales du laboratoire de Moussompoué. Nadine Futuka. Mardi 15 juillet 2025, une journée très chargée pour la délégation du Centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales à Kolwezi dans la province du Lualaba. Une session de formation de 2 semaines, soit du 15 au 28 juillet, a été ouverte au bénéfice des techniciens du laboratoire d'analyse des substances minérales du CEC situé à Moussompo. Selon le président du conseil d'administration de cette structure technique du ministère de Mines, Dave Kalemba Kanchama, qu'un simple jalon dans la vie du CEC. Cette initiative est une étape décisive qui traduit la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle place la qualité, la rigueur scientifique et la crédibilité des institutions publiques au cœur de la gouvernance nationale. Ces laboratoires désormais dotés d'équipements de dernière génération
affirmait-il, doit devenir une référence, mais une vitrine d'excellence congolaise, un levier stratégique pour la crédibilité et la fiabilité des résultats analytiques des produits miniers au service du secteur minier national à l'international. Le CEC est entré dans une dimension internationale et avec le laboratoire ultramoderne que nous avons construit, et nous devons suivre les normes nationales et internationales afin de garantir la fiabilité de nos résultats. Cette session de formation assurée par des experts de services d'accréditation de SADCAS, spécialistes en normes d'accréditation des laboratoires d'analyse minérale, a indiqué le directeur général du CEC, Freddy Mwamba Kaninku, fait suite par l'instruction donnée par le président de la République qui a émis le vœu de voir le laboratoire du CEC être accrédité après son implémentation dans un temps relativement court. Nos résultats sont à l'interne fiables et ces résultats devaient être imposés sur le plan international et que nous rentrons dans l'intercomparaison avec les autres laboratoires. Et la norme 17025 fait que nous aurons un système de management de qualité et notre labo va produire des résultats fiables. On aura des statistiques sur le plan international comparables aux autres laboratoires du monde. Loin d'être un simple exercice académique, cette session de formation est la première étape d'un projet stratégique visant à hisser le laboratoire à un niveau de compétences conforme aux standards internationaux à travers un processus de souscription à l'accréditation. La loi portant statut général du personnel public de service de l'État et celle relative au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, deux innovations majeures dans la réforme de l'administration publique. Le vice-premier ministre de la fonction publique a réuni l'intersyndicat de l'administration publique pour l'appropriation de ces textes. Cédric Enina, Nadine Kiloso et Mokemalouma. Dans le cadre de la vulgarisation de deux lois majeures promulguées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni ce mercredi les 60 délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. Au cours de cette séance de travail, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a présenté en détail les principales innovations contenues dans les deux textes législatifs, la loi portant statut général des agents de carrière des services publics de l'État et celle relative au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il a notamment mis en lumière les avancées en matière de recrutement, de gestion des carrières, de mobilité et de prise en charge sociale. Les agents et fonctionnaires que nous représentons manquent aujourd'hui les mains pour applaudir les chefs de l'État, pour remercier le gouvernement et dire grand merci au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a porté cette loi au niveau du Parlement. C'est pour vous dire que les agents et fonctionnaires attendent l'application de cette loi et que le Congo soit reconnaissant envers ceux qui l'ont porté et nous qui l'avons proposé. Qu'il n'y ait plus de phénomène NU dans l'administration, qu'on n'ait plus le non payé, quelqu'un qui vient travailler qui n'est pas payé. Avant c'était une chose, maintenant ça sera autre chose. Et ce qui doit être maintenant, c'est l'application stricte des dispositions contenues dans la loi, notamment en matière de recrutement. À l'issue de cet échange, le président de l'INAP, au nom de l'ensemble des membres, a salué la portée historique de ces réformes qui redéfinissent en profondeur la trajectoire de l'administration publique congolaise. Autre grand titre de ce soir, bâtir ensemble une culture de civisme, de responsabilité, de respect de loi. Engageons-nous pour une ville où il fait beau vivre. Une campagne dénommée J'aime ma ville a été lancée mardi 15 juillet 2025 à Kinshasa par le ministre délégué à l'urbanisme, Luzan Sakala et J.R. Kabamba. C'est une concrète volonté de voir à tout prix les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, être appliquées à la lettre pour que la ville capitale se réapproprie son éclat de Kinmalebo, Poto Moindo. Le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, a choisi la journée du lundi 15 juillet 2025 pour lancer la campagne dénommée J'aime ma ville. Objectif, sensibiliser les Quinoises et Quinois sur le respect des lois établies et sur la préservation de l'environnement urbain. J'aime ma ville, pourquoi? Parce que dans le milieu dans lequel l'homme vit, doit répondre justement à ses besoins. Ça doit être un milieu assaini,
doit être propre, qui doit répondre aux besoins les plus élémentaires. Donc nous, fort de cela, avec tous les textes en rapport avec l'urbanisme, nous allons appliquer cela. Tout ce que nous allons trouver sur la voie publique qui ne répond pas aux normes, nous allons évacuer ça. Accompagné de quelques maires de la RDC présents à Kinshasa, le ministre de la Ville les a invités à faire de même dans leurs juridictions respectives. Lors du deuxième procès des ministres extraordinaires, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait clairement dit que tout projet qui passe dans une ville doit avoir l'avis des maires qui sont tous des spectateurs, mais des acteurs. Parce que c'est eux qui pourront faire le profilage, c'est eux qui pourront savoir quel type d'opérateurs économiques ils sont là. Et dans le cadre même de la création de nouveaux millionnaires, c'est eux qui peuvent identifier tel opérateur économique qui est ici pour justement emboîter le pas. Notamment, nous avons des travaux en matière d'infrastructure. Dans les contextes actuels caractérisés par la lutte contre le réchauffement climatique, la ville de Kinshasa ne peut que s'inscrire dans la politique des reboisements à grande échelle. Tengetelito a pour ce faire planter quelques palmiers renards à Ngaliema et au rond-point Kintambo, magasin. Les cantines militaires sont approvisionnées régulièrement par des produits sortis de terre de l'espace agricole de Kanyama à Kassisi. Un lot important de farine de maïs a été mis en vente au camp Tchachi. Cédric Kenina et Tony Djouma. Cette cargaison est une image visible de la moisson récoltée par les services nationaux à Kanyama Kassisi. Mais nous sommes à petite échelle. 4000 sacs de farine de maïs répartis dans 4 véhicules remorques et se vend les 25 kilos à 18 000 francs seulement. Les services nationaux inondent le marché quinois de ces produits de base dans l'alimentation. Nous sommes au camp Tchachi. Ils nous ont facilité la tâche, nous les militaires. Nous achetons à moindre coût sur place. J'ai acheté ces sacs à 18 000 francs congolais seulement, pendant que le prix revient à 45 000 francs congolais ailleurs. J'ai dit merci au service national. Merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a acheté à 50 000 ou 45 000 francs congolais. Maintenant, c'est à un coût réduit. Nous attendons d'autres produits pour améliorer nos conditions de vie. Les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, qui a supervisé cette opération de vente, a visité également la minoterie du service national en plein montage sur place au camp Tchachi. Ceci dit, sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le service national a commencé depuis septembre 2021 à desservir chaque mois les cantines militaires en farine de maïs de manière ininterrompue. Nous allons parler santé à présent. Lutte contre le monkeypox. Le Japon a apporté son soutien à la RDC. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa a remis ce mercredi plus de 100 000 doses de vaccins pour renforcer la riposte. Robert Ndaye. La lutte contre la maladie de la Mpox, une maladie virale qui a connu une résurgence ces dernières semaines en République démocratique du Congo, mais qui est en voie d'être maîtrisée, nécessite l'effort de tous. Le Japon a répondu à l'appel du gouvernement congolais en faisant un geste humanitaire significatif par la remise d'un lot important de vaccins au ministre de la Santé publique, un geste qui vise à renforcer les capacités de riposte contre cette maladie et à protéger la population vulnérable. C'est pour moi un immense plaisir et honneur de prendre part ce jour à cette cérémonie de remise officielle de vaccins et du bifurqué fourni par le Japon en soutien au gouvernement congolais en vue de faire face à l'épidémie de la variole de singe, ainsi que Mpox. Je devrais entamer mon propos par féliciter son Excellence M. Roger Kamba et à travers lui le gouvernement chinois pour tous les efforts déployés afin d'assurer la coordination de l'ensemble des opérations, ainsi que pour les mesures prises afin de briser la chaîne de transmission de l'Mpox. En présence des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre Samuel Roger Kamba a exprimé sa gratitude envers le gouvernement japonais pour ce soutien crucial. Ce don a été offert par le gouvernement du Japon à la République démocratique du Congo. Et ce geste s'inscrit dans la continuité d'un partenariat structurant, le Japon étant aujourd'hui l'un des principaux partenaires techniques et financiers de notre pays, en particulier dans le domaine de la santé publique.
Cette initiative du Japon représente un pas important vers une meilleure prise en charge et une réponse plus rapide aux épidémies de Mpox en République démocratique du Congo. Il se tient du 16 au 19 juillet 2025 en la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, l'atelier de renforcement de capacité de cadre agent du ministère des hydrocarbures. L'ouverture a eu lieu cet avant-midi par le secrétaire général aux hydrocarbures, Edith Chala. Pendant 4 jours, les cadres et agents du ministère des hydrocarbures sont en atelier de renforcement de capacité pour une excellente gestion du secteur. Les modules au programme portent sur la lecture, l'analyse et l'interprétation des rapports d'activité des opérateurs du secteur d'exploration-production pétrolière. Le secrétaire général aux hydrocarbures, Christian Kankou, qui a ouvert les travaux au nom du ministre des hydrocarbures, Molindo Sakumbi, dit attendre une réelle mise à niveau pour répondre aux attentes du gouvernement de la République. Ça fait 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans qu'on n'a plus été formés. Donc c'est quelque chose qui va reprendre et qui certainement va s'inscrire dans la durée. Alors, en plus de cette volonté d'avoir un personnel qualifié autour de lui, le ministre est en train d'exécuter la feuille de route du gouvernement qui avait insisté, il y avait 5 points, notamment la formation. Nixon Zinga, un des formateurs, revient sur les bénéfices de cet atelier. Cette formation va permettre aux agents de l'administration et aux agents du cabinet d'être en mesure de lire, d'interpréter les rapports qu'ils reçoivent des opérateurs. Et pour bien comprendre ces rapports, ces agents doivent être renforcés parce que l'administration veut comprendre qu'est-ce que les opérateurs rapportent et faire des notes d'observation à l'opérateur au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. À l'heure où la RDC s'engage résolument pour une exploitation pétrolière significative, il est un impératif d'avoir une administration à la hauteur des enjeux. Randonnons en province, précisément dans le Kasaï central. Le questeur du Sénat séjourne dans ces coins de la RDC. Entre remise de forage et équipement des hôpitaux, Topin Kabongo Mukengisha a appelé à un soutien indéfectible au président de la RDC. Au lendemain de son arrivée à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, le questeur du Sénat s'est rendu à Nkoko-Wanchela, village natal de son père situé à 25 km de Kananga, dans la commune de Nganza. À chaque visite, Topin Kabongo Mukengishaï répond à un besoin après un forage d'eau. Cette fois-ci, il a apporté un écran, des télévisions et de ballons de vêtements pour les habitants. Une manière, selon lui, de permettre à la population de rester informée et connectée au reste du monde. Il en a profité pour réitérer son appel à l'unité et à un soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le chef du village, ému par cet engagement, a invoqué les ancêtres pour bénir le parcours de leur fils. Le lendemain, mardi 15 juillet, Topin Kabongo s'est rendu à l'hôpital du Bon Berger de Chikaji, une structure protestante emblématique érigée bien avant l'indépendance dans cette commune. Conformément à ses promesses de campagne, le sénateur continue de soutenir l'établissement, tant sur le plan financier que logistique. Accueilli par le comité de gestion et les personnels soignants, il a remis officiellement un forage d'eau financé à la demande de l'hôpital. 2 téléviseurs de 16 pouces ont été également offerts. En parallèle, le parlementaire prend en charge le soin de plusieurs malades. Sa tournée s'y poursuit dans le 5 territoires du Kasaï central, dans une dynamique de d'écoute, d'action et de solidarité. On termine avec la culture. Un concert dit patriotique a été organisé à Kinshasa par le mouvement Solidarité pour le changement. Selon l'initiateur de cet événement, la musique permet aussi de sensibiliser et d'accroître l'élan de la solidarité. Renette Kolonga. La République démocratique du Congo a besoin de la paix. C'est dans ce cadre que le mouvement de solidarité pour le changement, AMC en sigle, dont l'autorité morale et Laurent Batoumonakadkam, a organisé un concert d'amitié et patriotique. Cette activité culturelle a offert l'opportunité à ce haut cadre du AMC de prêcher en termes de solidarité, de l'unité et la cohésion nationale à travers des productions musicales dans les districts de Funa et Moamba, sous la conduite du président provincial Pichubidingi Muzingu. Il
a ensuite annoncé la prochaine étape qui sera dans le district de Lukunga et Tchangu, ce 20 juillet 2025, où Pichubidingi Muzingu invite les cadres et membres de se mobiliser comme un seul homme pour la réussite de cette activité. Il s'est de noter que pas une parcelle sans le MC pour accompagner les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toutes ses actions à la bonne marche du pays. Madame, messieurs, voilà tout pour cette édition. Merci à Pati Tundwango qui l'a coordonnée. Merci à André Njeka, Alain Kachala, Jérémy Awassa, Jean-Si Matondo et Ribin Kumbu. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans quelques heures, précisément à 23h pour de nouveaux titres d'actualité. À très bientôt.